Merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Donc nous allons faire une présentation commune avec José concernant le lien entre nouvelles technologies, création et pédagogie. Ce triptyque est pour nous très important. Voilà comment on propose d'intervenir en termes de plan de la conférence. Ça va être une conférence très liée au concert de ce soir, puisqu'on crée une œuvre en relation avec notamment cette technologie et le travail de José. On vous propose dans un premier temps, un premier moment, simplement de resituer le projet de cette collaboration à l'intérieur de la globalité d'une œuvre qui s'appelle Le Labyrinthe du Temps. Et c'est le cycle 6 du Labyrinthe du Temps qui va être créé ce soir. Donc je dirais il y a une double perspective, perspective du cycle, mais aussi perspective d'une œuvre beaucoup plus globale et plus vaste, qui sera peut-être intéressant d'évoquer rapidement. Dans un second temps, José se propose d'évoquer le travail plus spécifiquement qui a été réalisé à partir donc du projet initial et dans ce qu'il faut. Et puis nous reviendrons sous forme de conclusion et d'échange sur les liens entre, en ouvrant un peu le propos aussi, entre les nouvelles technologies, la création et la pédagogie. Merci. Tout ça en mieux. Voilà. Alors, concernant le cycle du labyrinthe du temps et l'œuvre que vous allez voir ce soir si vous êtes présent donc à 18h30, il s'agit d'une œuvre assez étrange, peu ordinaire d'une certaine manière, puisque c'est une œuvre, bon ça c'est pas très nouveau, une œuvre en développement permanent, mais une œuvre qui dépasse le contexte d'une simple réalisation, je dirais, excusez-moi le terme simple, mais puisqu'elle réfléchit en tout cas à des liens entre des liens économiques, des liens institutionnels, des liens liés à la recherche, mais une recherche qui est pour nous identifiée, parce que recherche est un vaste mot dans lequel on met beaucoup de choses. Donc là, on tente en tout cas, nous, d'identifier cette recherche à travers des questions de validation. Vous connaissez un petit peu les cursus de recherche, bien évidemment, qui valident cet état de la recherche internationale. La question pédagogique, qui est au centre aussi de ce projet, n'est pas coupée du monde de la recherche, pas coupée de la notion de création, pas coupée des inventions, de l'invention technique et technologique, ainsi de suite. Donc c'est une sorte de réseau, comme ça, qui est posé, conceptuel, mais vraiment en termes de problématiques. Et quand je dis en termes problématiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'aspect création et l'aspect recherche qui sont identifiés et liés. Ça veut dire aussi qu'on, dans ce projet-là, on a la capacité de le faire. Encore une fois, cette recherche est identifiée à travers les réseaux universitaires. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre très général, le labyrinthe, vous imaginez, c'est une œuvre dans laquelle on rentre, pas forcément d'ailleurs, dans lequel on se perd et dans lequel, éventuellement, dans lequel on ressort. C'est une œuvre en dilatation-contraction qui a débuté en 2006, qui est pour l'instant en expansion. Donc c'est un matériau qui prolifère, il y a plus de 250 000 images de synthèse, plus d'une vingtaine de satellites, plus d'une quinzaine de sculptures numériques. Donc je viens d'utiliser un certain nombre de termes. C'est une œuvre polyartistique et technologique. C'est une œuvre qui implique une recherche sur la question de la danse. C'est une œuvre qui implique une recherche sur la question de l'image, la relation danse-image. C'est une œuvre qui implique une recherche sur le théâtre, la relation du mot, du son, de la lumière, des formes. Bon, c'est une tentative de réunification du tout, complètement, excusez-moi, délirante, parce que c'est un projet même en physique qu'on n'arrive pas à résoudre. Pourquoi en musique on y arriverait? Wagner a tenté à sa manière de le faire, Scriabine et d'autres. En prenant en compte, en tout cas en tentant de prendre en compte les aspects d'évolution technologique, notamment liés à la virtualité, le monde de la synthèse. Donc le fait qu'on puisse créer de toutes pièces
soit des êtres sonores, on appelle ça des objets sonores et virtuels, sonores et visuels, pardon, des OSV dans les théorisations qu'on a proposées avec un certain nombre de mathématiciens ou astrophysiciens sur les aspects purement scientifiques. Voilà, c'est une recherche d'un métalangage de nature polyartistique et polysensorielle. Excusez-moi un peu cette présentation qui part peut-être un petit peu dans tous les sens, mais là on est véritablement plongé dans la question du labyrinthe. Concernant ce cycle en particulier, en 2-3 mots, je suis arrivé à une étape où, là aussi c'est pas très nouveau, mais il y a une façon d'accélérer le matériau qui est assez vertigineuse, enfin, me semble-t-il, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de mouvement, que ce soit en termes de son, pour engendrer un matériau qui soit polymorphe, qui soit nouveau par rapport à un matériau initial. Donc, expérience de grande accélération de l'espace et du temps, vécue dans ce cycle 6, associée à une vision anthropique et chaotique de l'œuvre dans cette modalité. Alors qu'est-ce que cela veut dire, une vision anthropique et chaotique? Entropie, c'est la mesure du désordre. Dans l'organisation du cycle, l'idée, c'est non pas forcément de lier les éléments entre eux, mais c'est d'avoir des objets qui n'ont parfois, en tout cas à première vue, aucune relation les uns les autres. Ça veut dire quoi très concrètement? On va par exemple se trouver face à un mouvement théâtral, certains mots tirés d'un langage phonétique qu'a traduit l'aucun, bon, peu importe, sur des phonèmes archétypaux. On passe à une image, on passe à une pièce pour violoncelle, on passe par un mouvement dansé, et ainsi de suite. On a, comme ça, des enchaînements qui se veulent, d'une certaine manière, chaotiques, étrangères les unes les autres. Et en contrepoint de cela, exactement comme en physique quantique, c'est-à-dire sous forme d'intrication, au même moment, tout est lié. Tout est lié, c'est-à-dire que le déplacement d'une danseuse ou du mouvement théâtral va être rythmé par une scénographie visuelle en 3D, inspirer les images. Donc ça a été théorisé, hein, ils ont toutes des modes d'emploi, on peut visualiser ces moments-là. Les mouvements, par exemple, sur scène des danseuses sont inspirés des images. Les organisations formelles des différents cycles organisent le temps, par exemple, et le rythme des partitions corporelles ou liées au texte du théâtre, bon, et ainsi de suite. Il y a comme ça une multitude de relations. Alors c'est cette double dialectique entre une forme de déterminisme et de hasard qui est en jeu dans ce labyrinthe, une des grandes thématiques bien sûr de notre temps, déjà au XXe siècle, mais qui reste d'actualité au XXIe, c'est-à-dire comment faire combiner une œuvre qui n'a pas de sens, qui n'a pas de logique, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de finalité, avec exactement l'inverse au même moment. Une œuvre qui prend un sens, qui prend une direction, qui prend une finalité, et ainsi de suite. Bon, ça c'est voilà, un peu le décor esthétique de l'œuvre, résumé très, très rapidement. Et alors, pour revenir maintenant plus précisément au travail qu'on a pu réaliser avec José, donc différentes pièces dans ce cycle, et 2 pièces avec donc le suiveur de partition, 3 pièces qui étaient prévues initialement. Une première pièce pour un jeune corniste de premier cycle, une jeune, avec un traitement donc temps réel. Et on a voulu cet exemple d'une certaine manière assez simple, à la fois pour la jeune corniste, pour qu'elle sente le rapport à la technologie, à travers le suivi, et par rapport aussi en termes didactiques, sous forme d'explication. Donc José reviendra sur ces aspects, mais il y a un harmonizer et un suivi d'une bande-son, qui est une bande-son liée à un orgue microtonal, voilà, qui revient dans la pièce. Donc ça, c'est la première configuration. Deuxième configuration qu'on a voulu expérimenter avec José, c'est une pièce pour violoncelle extrêmement virtuose,
avec aussi un principe conceptuel sur la relation des tempi qui change tout le temps, qui est lié à la notion de flux lisse, soit de flux pulsé. Et ça donne une pièce où il y a, je pense, assez peu de violoncellistes qui peuvent aborder ce type d'écriture, parce qu'il y a des changements de métrique constants, il y a des modes de jeu, enfin vous allez entendre. Et la question, c'est de se dire comment réagit Antefesco lorsqu'on pousse les questions de suivi, et en termes de tempi, et en termes de mode de jeu. Et une troisième idée, c'était d'aborder un algorithme que j'ai réalisé à partir d'un certain type de nouvelles combinatoires que j'ai étudiées avec Frank Jedrzejewski, qui sont liées aux ensembles homométriques. Alors là, je ne vais pas développer ces questions, mais toujours est-il qu'à partir d'une recherche qu'on a réalisée avec Frank dernièrement, j'ai réalisé un algorithme qui produit une œuvre qui s'auto-gère, je dirais, à partir de ces ensembles homométriques. Et l'idée avec José, c'était de créer, avec Antefesco, non plus tellement une question de suivi, mais une question d'interaction entre ce modèle algorithmique et la création de partitions en temps réel, en relation donc avec une interprétation. En d'autres termes, l'algorithme fonctionne, et à ce moment-là, l'œuvre se crée et la partition s'affiche. Bon, ça c'est un troisième exemple qui reste dans nos projets. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais simplement je souhaitais l'aborder dans les projets qui ont été évoqués initialement. Donc là, on va aborder la question plus technique, scientifique et technologique, les différents aspects, grâce à José, et on va voir un petit peu le travail qui a été réalisé sur cette caisse en particulier. Donc, je vais vous montrer concrètement comment on fait pour développer une caisse interactive avec Antefesco, assez rapidement. Donc Antefesco, c'est donc un logiciel qui est développé à l'IRCAM. Il y a deux choses dans Antefesco principales, à savoir il y a un suiveur de partition, une machine d'écoute qui est capable de suivre un musicien par rapport à une partition qui est prédéterminée, c'est-à-dire le compositeur va spécifier la partition que va jouer le musicien. Et ensuite, à partir de cette reconnaissance, on va pouvoir séquencer des actions électroniques qui correspondent à des messages qui sont envoyés à l'extérieur pour contrôler des synthétiseurs, des effets, etc. Donc l'idée, oui, on va dire, c'est de libérer l'interprète pour qu'il puisse vraiment interpréter la pièce et faire en sorte que la machine suive son interprétation, son tempo, etc. Donc pour cela, on a développé en fait un langage de programmation qui est destiné aux compositeurs pour leur faciliter ce travail de spécification pour l'interaction du musicien et de la machine. Donc Antefesco est développé comme un objet dans MaxMSP ou dans Pure Data. Donc ici on peut voir le patch du concert. On a l'objet Antefesco ici. Et donc en fait on a également une interface graphique. On va charger la partition qui correspond au suivi de corps, l'élève qui va jouer donc. Donc ici vous pouvez voir déjà la partie du corps. Donc c'est les notes qui vont être détectées par la machine afin de faire le suivi. Et sur le côté, ici on va pouvoir voir le langage. Donc, le langage se présente de la façon suivante. Ici, on peut voir les différentes notes que doit jouer le corniste. Une succession de notes avec le pitch à chaque fois et la durée de la note. Okay. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va
que la machine va détecter un événement. On va également faire une estimation du tempo. Et ça va nous permettre, avec cette détection de la position du musicien et cette détection de tempo, d'avoir, on va dire, une estimation de la position du musicien à tout moment. Et ensuite, on va pouvoir synchroniser différentes actions. Donc, en général, ce qu'on fait le plus simple, c'est qu'en dessous d'une note, on va envoyer un message, par exemple à action. Ça, on va supposer que action, on va l'appeler sync. On va supposer qu'on a un receveur dans Max qui va recevoir ce message à partir de cette commande et on va lui envoyer différents paramètres. Donc ici, ce que j'ai écrit, c'est juste, une fois qu'on a détecté la note F3, donc le Fa, on va envoyer ce message. Okay, donc là, c'est juste une détection, une réaction par rapport à la détection. Mais ensuite, dans le test au fond, on va pouvoir écrire ce qu'on appelle des groupes. Ici, donc ici, on a un groupe. Et en fait, un groupe d'actions, ce groupe il correspond en fait à une séquence. Donc c'est une succession d'actions qui seront envoyées vers l'extérieur, qui sont suivies d'un délai. Enfin, chacune d'elles sont précédées d'un certain délai. Donc ici, vous pouvez voir qu'on envoie le premier message, et ensuite, une demi-pulsation plus tard, on va envoyer le second message, une pulsation plus tard, le suivant, etc. Et donc vous pouvez voir qu'en fait, l'expression du temps se fait en pulsations. Donc ces pulsations vont donc s'adapter ensuite au tempo estimé par la machine, et donc ils vont s'adapter au jeu du musicien. Donc ici, ce qu'on a fait, cette séquence, elle correspond en fait, je vais vous montrer ça dans le patch, elle correspond à l'envoi de messages à un harmoniseur. Donc ici, on a le receive Arno, donc il va recevoir le message, et qui va nous permettre de contrôler la transposition par rapport au son qui rentre ici. Donc là, en test profond, on va juste envoyer des messages pour faire du contrôle de la transposition. Donc musicalement, on a la voix du corniste, et on va avoir une double voix qui va apparaître grâce à cet harmonizer. C'est une sorte de voix en miroir. Donc, oui, voilà. Ensuite, on va avoir le deuxième contrôle électronique qu'on va avoir, en fait, va correspondre à, comme le disait tout à l'heure Stéphane, au contrôle de la lecture d'un buffer audio. Donc c'est un fichier audio préenregistré, et on utilise un vocodeur de phase, là il se trouve que c'est Super VP, qui va nous permettre de lire ce fichier audio à la vitesse que l'on veut. Donc on contrôle finalement la tête de lecture, la position de la tête de lecture dans ce fichier audio à travers un Tescofo. Et l'idée, c'est que, enfin, là ça peut paraître un peu plus compliqué parce qu'il est à l'intérieur d'une fonction, mais l'idée est assez simple, c'est qu'on va interpoler entre les différentes valeurs du fichier audio de façon à synchroniser le fichier audio par rapport à la performance du musicien. Donc la vitesse de lecture va s'adapter au tempo, à la détection des notes, etc. Donc, peut-être juste un mot pour dire que on a introduit dans le langage d'Antescofo différents moyens d'exprimer la synchronisation entre la machine et l'électronique. Par exemple, dans le cas de l'harmoniseur, on veut avoir une synchronisation qui soit le plus serrée par rapport à la détection du musicien. C'est-à-dire, dès qu'on détecte la note, on veut que l'harmoniseur fonctionne directement. C'est-à-dire c'est une synchronisation réactive. Alors que pour la synchronisation du fichier audio, là on va vouloir quelque chose de plus fluide, on va dire. C'est-à-dire que si jamais l'événement du musicien est détecté un peu plus tôt, on veut pas sauter dans la lecture du fichier audio. C'est-à-dire qu'au lieu de sauter directement à la position du fichier audio, ce qu'on veut c'est accélérer, c'est-à-dire augmenter la vitesse pour qu'on puisse rattraper au bout d'un moment l'estimation qu'on a du musicien. Et de la même façon, si jamais le musicien arrive plus en retard, ce qu'on va faire c'est ralentir la lecture du fichier audio. Donc il y a tout un panel de stratégies de synchronisation qui sont disponibles dans le langage, qui permettent comme ça de spécifier au mieux les différentes interactions qu'il peut y avoir entre
entre le musicien et la machine. Et donc ça va dépendre finalement à la fois de ce qu'on veut contrôler, mais aussi musicalement ce que veut dire cette synchronisation. Ou par exemple, est-ce qu'on arrive à la fin on a une cadence, à la fin d'une phrase, est-ce que il y a une respiration, ce genre de questions. Donc voilà, on essaie d'introduire dans le langage, on va dire, tout ce qu'on peut qui soit musical pour la synchronisation de l'interaction entre la machine et le musicien. Après, moi j'aime bien, je suis désolé, mais j'aime bien que ça soit peut-être un peu interactif. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, j'aimerais bien. Alors on peut effectivement faire une pause technologique sur le système lui-même. Je crois qu'on a à peu près compris ce qu'il gère, c'est-à-dire à la fois le déclenchement, à la fois de la synchronisation et du suivi de partition. Voilà, donc s'il y a des questions techniques là-dessus, est-ce qu'il y a des obscurités Ouais. Juste une question, c'est plus rapide que quelqu'un qui manuellement suivrait la partition et on verrait. Alors, oui, la machine est plus rapide, finalement, c'est le suiveur. Oui, en fait, c'est. J'ai déjà fait par exemple, personnellement, j'ai déjà à la main synchronisé des actions électroniques par rapport à une performance. Il y a plusieurs choses. Déjà, finalement, la question du suivi, il faut. Enfin, nous, on aborde l'antescopho vraiment d'une façon plus large. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des pièces dans lesquelles on ne va pas expliquer le suivi, mais pourtant on va les écrire dans le langage antescopho. C'est-à-dire que l'antescopho, d'une manière générale, va nous permettre d'organiser le déroulement de la pièce, le scénario musical. Et donc, il y a plein de pièces encore qui sont utilisées sans suivi parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser le suivi. Mais après, il y a certains cas où le suivi, finalement, est vraiment nécessaire. Et dans ces cas-là, effectivement, un humain ne pourrait pas déclencher les notes comme le fait la machine. Donc, concrètement, oui, ça peut être plus rapide. Oui, parce que les deux cas, il y avait le cornice, évidemment, le premier cycle, ça c'est facile, mais dans ce que vous présentiez sur le violoncelliste, qui est très virtuose, là, je pense que c'est impossible de faire ça. Voilà, c'est-à-dire que l'automatisation du suivi apporte fondamentalement une autre perspective d'invention, d'imagination de l'œuvre. Quand je dis fondamentalement, c'est celui qui est aussi en capacité de comprendre cet aspect-là. Si on refait les mêmes pièces qu'avec des clics à la main, c'est-à-dire de temps en temps, parce que ce ne sera pas tous les 60 millisecondes, les clics à la main pour synchroniser, c'est impossible. Si on a des processus de synthèse granulaire où là on commence à être là entre les quantums de son sont bien sûr entre 2 et 10 millisecondes, mais si on va de 60 à 150 par exemple, millisecondes et qu'on a des micro-variations, là par exemple l'ordinateur, il n'y a que l'ordinateur qui est en capacité, et en Antescopho, de réaliser ce type de suivi. Et ainsi de suite. Mais José, je crois qu'il m'a un petit peu coaché, parce que moi je découvre ce système-là. Pour José, mais tu me dis si je me trompe, c'est plus aussi que ça. Antescopho, c'est aussi en soi un langage pour toi. Enfin, même une façon de... C'est une façon d'envisager l'écriture de l'interaction musicale. L'écriture. Antescopho lui-même. Donc ça dépasse la question même du simple cadre du déclenchement. Ça peut être du déclenchement sous condition, ça peut être du déclenchement probabiliste, ça peut être du déclenchement, et tout ça peut se traduire, hein, tu me dis si je dis des bêtises, dans Antescopho. Oui. Excusez-moi, j'ai pas compris à quoi ça sert la machine. La machine? Oui. Harmoniseur. À la rigueur, je sais qu'il y a des harmoniseurs vocaux où on chante harmonisé à 4 voix, à 5 voix. Mais dans ce cas, la machine sert à quoi? Donc, dans ce cas, la machine sert à synchroniser les actions qu'on va envoyer, par exemple, à l'harmoniseur. C'est-à-dire qu'il y a un musicien qui va jouer sur scène. Oui. On va écouter ce que fait le musicien et la machine va écouter ce que fait le musicien, Oui. pour synchroniser les différentes actions qui
correspondent par exemple à l'harmonisation de ce qu'il est en train de faire, par rapport à une partition préétablie. C'est-à-dire que c'est comme dans une partition classique où il y a plusieurs musiciens. Là, on va écrire une partition avec la partie du musicien, la partie de l'harmoniseur, la partie de tel effet, etc. Donc ça ferait une polyphonie. Et c'est la machine qui va gérer le séquencement de tout ce qui est électronique pendant la performance. En d'autres termes, historiquement, on avait le début de la musique mixte, bon, bien sûr il y a eu Cage en 38, mais le début de la musique mixte avec Varèse et Berlioz, par exemple, deux œuvres références, où là, on peut avoir besoin d'un bip dans l'oreille, un bip pour suivre une bande. Là, ici, simplement, l'instrumentiste joue, on ne s'occupe plus de bip, tout l'électronique, s'il y a une bande son, suit le jeu de l'instrumentiste. On n'aurait peut-être pu En temps réel. En temps réel. Du suivi en temps réel. En temps réel. Peut-être Mais comment vous gérez alors, parce que donc, la pièce de ce soir, il y a plusieurs instrumentistes qui vont jouer, et s'il y a des différences de tempo, potentiellement une différence de tempo entre chaque instrumentiste, comment vous gérez? Parce que si j'ai bien compris, en fait, chaque instrumentiste est suivi individuellement, c'est ça? Il se trouve que pour la pièce de ce soir, finalement ça sera 2 solos avec électronique. D'accord. Après, on a déjà fait avec Ambiscofo des pièces avec plusieurs instrumentistes. Ce qui se passe en général, c'est qu'on va suivre un seul de musiciens Oui, c'est ça. pour synchroniser l'électronique. Après, on peut alterner, par exemple, on va d'abord suivre un musicien, ensuite l'autre, etc. Ou alors il faut à ce moment-là 2 systèmes indépendants qui suivent. C'est possible aussi, oui. C'est possible aussi, mais ça va être différent. C'est bien plus lourd. C'est pas du multipiste. C'est pas du multipiste. En Tescophone ne gère pas plusieurs pistes en même temps. Alors, c'est pas du... Enfin, en Tescopo, on peut suivre de la polyphonie polyphonique, c'est-à-dire on peut suivre des accords, et en plus il ne dépend pas d'un instrument en particulier. Donc par exemple, on a déjà fait des tests, mais jamais en concert, mais on a fait des tests dans le laboratoire pour suivre un orchestre, par exemple. On a un fichier audio qui correspond à un orchestre. On insère une partition, une réduction de piano qui correspond à cet orchestre, et on a réussi, on peut suivre l'orchestre comme ça. Donc, la question c'est oui, on peut suivre plusieurs instruments en même temps. Mais on ne conseille pas, par exemple, de faire ça pour une pièce interactive. Autant suivre un instrument pour être sûr parce qu'on va avoir une meilleure qualité de suivi, donc moins de chances de se tromper. On suit un son qui soit émis par plusieurs ou par un seul. Voilà. D'accord. Petite question sur les modes de jeu. Tant que l'instrument joue une note, clairement, bon, le suivi de partition, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y a un mode de jeu un peu spécial, produire une sonorité très, je sais pas, on son corps sans faire de notes, par exemple, est-ce que ça marche encore? Enfin, quel est le seuil, quelle est la contrainte qu'impose le suivi de partition pour les modes de jeu? Alors, il se trouve qu'effectivement, pour l'instant, on ne pourrait pas suivre une partition qui serait faite que de modes de jeu non pitchés. Oui. Mais dans une partition, par exemple dans celle de ce soir, il y a beaucoup de modes de jeu. Et ça ne pose pas vraiment de problème, parce qu'il y a 2 choses à voir. Il y a 2 choses, 2 systèmes qui marchent en parallèle pour la machine d'écoute. Il y a un suivi de notes. Ouais. Il y a également un modèle du temps qui permet d'avancer si jamais les informations reçues ne sont pas assez sûres, on va dire. Donc, grâce à ces 2 modèles qui sont combinés, on va toujours, en général, on peut toujours continuer à suivre le musicien. Alors c'est sûr que si jamais il change beaucoup de tempo à ce moment-là, alors qu'il joue une note qui n'est pas pitchée, et du coup on sera un peu décalé, mais au moment où on va reconnaître un événement qui sera bien pitché, hop, on va se recaler, par exemple. Vous voyez la pièce de ce soir, là vous avez aussi une forme de réponse. Ah oui, c'est pas le corps, le premier six. Non, c'est sûr, c'est... Et est-ce que suit Voilà. Beaucoup de modes de jeu et le suivi arrive. L'analyse dynamique et d'auteur est spécifique en Tescofo ou vous utilisez un analyseur genre Filtre ou Sigmund ou... Non, c'est quelque chose qui est spécifique en Tescofo. Bon, l'idée c'est qu'à partir de la partition correspondant au musicien,
on va générer un spectre, une succession de spectres, et on va comparer cette succession de spectres au spectre d'entrée, enfin à l'audio auquel on va faire une analyse spectrale. Et ensuite il y a un modèle probabiliste qui permet comme ça de détecter, de savoir où on est. Et en fonction des instruments, on peut ajuster des paramètres pour cette analyse. Alors, ou c'est fait toujours automatiquement? Il n'y a pas vraiment besoin de paramétrer en fonction des instruments. C'est ça qui est pratique, on va dire, dans le TESCOFO. C'est le fait que pour n'importe quel instrument, ça va fonctionner. D'accord. Voilà. Donc, excuse-moi, si j'ai compris, l'interprète n'a pas à faire une action pour déclencher, ça se fait automatiquement. Ça suit en fait. Voilà. Notamment l'interprète sous, par exemple, appuyer sur une pédale ou faire quelque chose comme ça. Peut-être que vous voulez continuer. En fait, ce que vous appelez action, est-ce qu'on pourrait l'appeler aussi effet? Moi j'appelle ça action, c'est juste quelque chose d'abstrait, à savoir c'est juste un message qui va être envoyé. Et le résultat sonore? Le résultat, bien sûr, ça peut correspondre à un effet. Peut-être je peux vous parler d'un exemple, d'une résidence qu'un compositeur a fait avec nous, Christopher Trapani, donc compositeur américain. Et donc l'idée de ce compositeur, c'était de réaliser les canons de Nancaro en temps réel. C'est un bon exemple parce que ça montre vraiment l'utilité du langage dans une situation assez complexe. Donc l'idée, c'était par exemple il y a le musicien joue sa partie. Et ce qu'on voulait réaliser le compositeur, c'était faire en sorte qu'on enregistre tout ce qui est joué par le musicien. Et à un moment donné, on rejoue par exemple une phrase qu'il a jouée précédemment. Mais en fait, l'idée c'est de synchroniser, une phrase du buffer avec le jeu du musicien, par exemple pour que le canon se synchronise en même temps à la fin de la phrase. C'est-à-dire qu'il rattrape le musicien jusqu'à un certain point de synchronisation. C'était pas très clair, je vous montre. J'ai un exemple sonore sera plus évident. Ouais. Donc, voilà. Ici, vous avez donc différents canons de Nancaro. Donc, je vous parlais par exemple de cet exemple-là, à savoir que le musicien joue, au bout d'un moment, on rejoue ce qu'il avait joué précédemment, mais on le rattrape au fur et à mesure pour le rattraper à un certain point de synchronisation. Donc, et ça, on le fait donc en temps réel, c'est-à-dire que c'est pendant que le musicien joue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va enregistrer le musicien et en TESCOFO, on va contrôler un objet. Comme tout à l'heure, on va contrôler la position de lecture pour réaliser ce type de canon. Donc, peut-être. Voilà, donc, ce qui se passe. Je vais vous faire écouter peut-être l'exemple sonore. Ça joue. Donc ici voilà, le musicien va jouer à partir le musicien va jouer ici. Ça passe sur la ligne électrique. C'est pas grave, on entend. Et donc à partir de ce point-là, le canon va commencer à jouer tout ce qu'avait joué le musicien, va jouer un peu plus rapidement, de façon à rattraper le musicien exactement sur ce point-là. Voilà. Donc, en fait, pour réaliser cette chose-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la machine, finalement, à chaque fois qu'elle va détecter un nouvel événement du musicien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recalculer une vitesse pour le buffer, pour le canon,
de façon, en faisant une estimation du point de synchronisation. Donc elle va adapter la vitesse en fonction de ce qu'elle a déjà joué, ce qui reste à jouer, pour se synchroniser. Donc à chaque événement, elle va effectuer ce calcul-là et réajuster sa vitesse pour essayer de se synchroniser à la ferme. Donc ça par exemple, c'est vraiment un exemple de quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec C'est un exemple spécifique, effectivement, qui montre qu'il y a un seuil de variabilité possible, alors que dans les déclenchements habituels, c'était impossible de, en temps réel, accélérer la vitesse pour se remettre en synchronisation. C'est un système spécifique qui fait une chose qui était impossible avant. Et c'est en temps réel? Oui. Tout ça, c'est Tout ça, c'est en temps réel. C'est ça le propre. Oui. Quelle est la gourmandise au niveau mémoire? CPU. Eh oui. Mais c'est pas du tout gourmand en fait. Ah bon, pas gourmand? Ouais. Il y a une grosse puissance de calcul. Bah en fait, pas tellement, parce que déjà c'est optimisé, mais c'est pas. Enfin, ça prend moins de capacité que des synthétiseurs ou certains. Oui, c'est pas très gourmand en fait. D'accord. Oui. On a eu des applications artistiques et du coup au niveau pédagogique il y a des recherches dessus. Alors, on va y venir parce que c'est quand même aussi le centre de notre discussion. Donc merci José pour cette explication et ce prolongement aussi de l'explication à travers ce contrepoint. Bon, après, par exemple sur cet exemple-là, on peut aussi se poser la question d'un autre instrumentiste en temps réel. Les canons non isométriques, on peut les faire à plusieurs instrumentistes et on n'a pas besoin de l'ordinateur pour les faire. Donc voilà, c'est-à-dire en tant que musicien, là il y a aussi des discussions qui peuvent exister. Alors moi, ce que je voudrais dire dans notre bilan pédagogique et artistique, si on ouvre un peu le champ, c'est faire une première remarque. Une première remarque qui me semble importante, c'est dissocier l'aspect justement du monde scientifique du monde artistique. Les sciences ne répondent pas à une évaluation qui est commune avec le domaine artistique. Elle est fondamentalement différente. En d'autres termes, un scientifique qui évalue un outil technique a ses critères. Quand je dis à ses critères, ça répond à une communauté scientifique internationale qui a des critères d'évaluation d'un outil. Le musicien habite dans une autre planète par rapport à ça. Ce n'est pas les mêmes problématiques. Ce n'est absolument pas les mêmes problématiques. Et je pense qu'il est important de redire cet aspect des choses et de ne pas les confondre. Sachant que ce qu'on a peut-être parfois tendance à oublier, le domaine des sciences, oui, on comprend ça. Domaine artistique, on oublie un peu. On oublie qu'il y a un sens diachronique, un sens de l'histoire, un sens des positionnements techniques, un sens des positionnements technologiques, et ainsi de suite. Et un sens des positionnements pédagogiques et didactiques. En d'autres termes, un outil qui pourrait être très performant, très bien évalué scientifiquement, au niveau technologique, pourrait musicalement avoir aucune validité, et pédagogiquement aussi. Ou musicalement aussi, artistiquement, peut-être dans les créations, mais peut-être... bon, ça c'est une remarque qui me semble important de souligner, de prendre toutes les précautions possibles concernant les liens. Et d'une autre manière, c'est tout de suite la deuxième remarque, c'est toujours le principe d'intrication, cher à la physique quantique, et aussi on peut penser comme ça, c'est-à-dire une chose et son contraire au même moment. Les deux sont absolument liés, sont absolument enchevêtrés, sont absolument cachés, dirait un théoricien des cordes, ou au Moyen-Âge, on l'aurait pu dire d'une autre manière. Messiaen disait que la musique n'était pas des chiffres après avoir analysé chronochromie sous forme de tableau. Bien sûr, c'était un musicien qui entendait ce qu'il pratiquait. D'un autre côté, chronochromie, c'est aussi toute une combinatoire du chiffre. Donc, les liens sont extrêmement forts, extrêmement puissants. Les relations entre les outils qui évoluent et la potentialité d'imaginer est quelque chose de très important, me semble-t-il, pour le musicien et pour le pédagogue. Donc ça, c'est une première remarque simplement que je voulais souligner en introduction de cette conclusion. Qui pose beaucoup de questions. Oui.
Alors, concernant peut-être les aspects plus pédagogiques, si on ouvre un peu la question du suiveur, moi je dirais, mais là c'est une... Excusez-moi, j'ai pas fait une recherche très profonde sur ces aspects-là, mais je me permets de souligner quelques critères qui permettraient d'évaluer un outil musical et pédagogique. Donc là, on est dans la partie musicale et pédagogique, pas forcément, comment dirais-je, scientifique. Bizarrement, on va voir des choses qui, d'ailleurs, se rejoignent. Un des critères, c'est son accessibilité. Est-ce que l'outil est accessible? Un professeur, il faut qu'un outil soit accessible à un moment donné, rapidement, qu'il soit opérationnel. Alors, on peut souligner des sous-critères, facilité d'installation, facilité d'utilisation, par exemple. Un deuxième critère, ça va être sa fiabilité. En d'autres termes, pour un enseignant, par exemple, dans un conservatoire, à l'université, ce que vous voulez, ou dans un centre de création, même en relation avec la pédagogie, on a besoin qu'un outil ne bug pas. On a eu des bugs sur Max encore hier, pas liés au travail de José du tout, hein, liés au fait que le fichier son se coupait. Alors, on espère que ce soir ça ne va pas se poser. Là c'est le programme Max MSP Jitter, hein, qui est né, comme vous savez, dans les années 80, quand même, le son se coupait en termes de lecture. Donc on essaye d'analyser ce qui se passe. Est-ce que c'est la machine qui n'est pas assez réactive? Est-ce que ce serait le disque qui est fragmenté? Bon. Il faut que ce soit opérationnel, ça bug le moins possible. Après, l'outil, sa compatibilité. Le fait de communiquer entre outils. Mac, PC, hein, on a un étudiant, un professeur, on communique, les outils, on a besoin que ça communique. Avec aussi les autres logiciels. Très important que le logiciel en soi ne soit pas isolé de la communication entre logiciels. Sa pérennisation, un des grands problèmes qu'a soulevé notamment Pierre Boulez, qui a la chance, lui, d'avoir toutes des équipes qui ont porté et répond, par exemple, sur les différents, à partir de l'annexe, sur les différents systèmes, c'est essentiel. Donc la pérennisation, ça va être lié encore à des sous-critères, nombre d'utilisateurs, intégration dans le réseau commercial, autre que le secteur de la recherche, qui peut être fluctuant. Bon, voilà quelques notions. Sa pertinence de l'outil. Hein, ne pas refaire ce qui a déjà été fait, soit globalement, soit en partie. Et donc ce qu'il apporte fondamentalement de nouveau dans le contexte. En d'autres termes, il pourrait y avoir 10 outils qui font la même chose. Et son coût. Voilà, le sixième critère que j'ai noté, hein, oui, pour l'acheter, pour un conservatoire, pour un particulier, pour l'utilisation, il y a le coût qui intervient. Alors pour un simple utilisateur, là si on reste dans le cadre un peu pédagogique et en lien avec cette technologie, moi je dirais que pour le prérequis, j'ai mis prérequis, dispositif matériel, et ainsi de suite. Bon, il faut qu'un enseignant, alors c'est encore une fois très, très simple, hein, parce que pour utiliser ce type de technologie, il faudrait qu'il ait un intérêt pour les nouvelles technologies. Moi je décrirais ça déjà comme ça. Et un enseignant qui n'a aucun intérêt au départ pour les technologies, plonger dans un logiciel comme ça, ça devient un peu difficile. Voilà. Enfin, c'est mon avis, hein, on peut le discuter, hein, ce n'est qu'un avis personnel. Deuxième point, ne pas avoir peur de passer du temps pour chercher les informations sur Internet, télécharger les programmes et les installer. En d'autres termes, Max, c'est un environnement, comme vous savez, Antefosco, c'est un autre environnement, c'est une bibliothèque que l'on charge pour faire fonctionner le logiciel à partir de Max MSP Jitter. Ça veut dire quoi? Donc, Antefosco n'est pas en accès libre, il faut s'inscrire au forum, avec quand on est dans un conservatoire, il peut y avoir des complications de réseau, et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est un petit investissement sur le fait d'intégrer la bibliothèque Le temps estimé pour être opérationnel, moi j'ai noté, si on a donc un intérêt, ça veut dire que si on connaît un peu ces environnements Max, entre 20 et 50 heures. Voilà, pour commencer un petit peu. Oui, si, là je parle de oui, il faut 6 mois pour Max. Voilà, alors après, voilà, là en effet, c'est déjà en connaissant Max. Alors, le dispositif matériel, c'est un ordinateur portable, une carte son de préférence, micro et dispositif d'écoute. Là, je parle des enseignants. On peut avoir Max ou Max Runtime, c'est-à-dire gratuit, et puis donc la bibliothèque Antescofo, et puis après, bon, c'est un programme, des fichiers, et voilà.
Alors, imaginons un professeur de formation musicale qui aimerait faire chanter ses élèves avec un accompagnement symphonique, et donc la bande suivrait le tempo des élèves. C'est quand même assez incroyable. Bon, tout ça est accessible avec ce que je viens de décrire, sauf qu'à un moment donné, il faut quand même avoir la partition en Tefesco qui soit intégrée dans le programme en Tefesco. Alors ça peut se faire, on a vu avec José assez rapidement, via des fichiers XLM, mais voilà, XML, pardon. Mais il y a cette petite manipulation. Enfin, cette petite ou déjà une... Ouais. Je sais pas si justement l'intégration de partitions, on peut en rentrer des partitions dans Tefesco sans programmer. Voilà, on n'a pas évoqué cette étape, mais en effet, il y a la possibilité. Oui, effectivement. Music XML marche. C'est-à-dire qu'on peut, on peut importer des partitions musique directement, ou MIDI même, dans Tefesco. Et en fait, c'est un travail qui a été fait récemment, ça, et donc ça facilite effectivement le travail avec. En général, ce que les gens font, c'est qu'ils écrivent leur partition en Finale, et à partir de Finale, on peut directement transformer Une petite question. Si les enfants vont chanter faux, il va suivre aussi l'orchestre en même temps ou non? C'est grâce à l'intelligence du système. On pourrait imaginer programmer des situations comme ça, où on détecte via un autre objet le pitch, et donc du coup on adapte. En général, c'est pas ce qu'on fait, mais on pourrait imaginer, oui. En tout cas, vous pouvez transposer facilement d'un ton. Oui, effectivement. On peut adapter la reconnaissance des infos. Le lien entre l'orchestre et le suit va jouer aussi de manière à ce que l'instrumentiste, si jamais il n'est pas exactement juste, non mais voilà, ça c'est une question intéressante parce que justement on l'a évalué pour la pièce pour violoncelle, parce qu'au niveau en termes de précision, voilà, c'est une telle complexité que parfois il y a... Et José m'expliquait une chose très très intéressante, c'est que ça ne marche pas en fait, suivant un détecteur précis de fréquence. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant que tu m'as dit, José. Oui, ça au niveau de la reconnaissance. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus large, beaucoup plus complexe. Oui, enfin, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est à savoir c'est une comparaison entre le spectre généré à partir de la partition et le spectre audio. Et du coup, on a, c'est des modèles probabilistes qui permettent de calculer quelle est la probabilité la plus probable qu'on soit, à telle position ou à telle autre position. Et à chaque fois, il y a un nouveau calcul qui est fait. Alors, juste ce que je voulais dire, c'était que après, Stéphane disait 20 heures il fallait 20 heures pour appréhender le logiciel. C'est vrai qu'il faut un peu de temps si jamais on veut programmer ses propres partitions. C'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même certaines... Si on veut faire des choses très simples, en fait c'est assez facile de prendre en main. Il y a des choses vraiment très simples à faire on n'a pas forcément besoin de connaître très bien Max, on n'a pas forcément besoin de connaître très bien Antescofo pour faire quelque chose de très simple, à savoir par exemple synchroniser un fichier son avec une certaine partition. Mais juste il ne faut pas bien connaître Max, ça veut dire que quand on installe l'Antescofo, le petit module qui va permettre de suivre avec le buffer audio, tout ça, et ça il faut quand même le programmer soi-même. Mais par exemple, on peut imaginer que vous alliez sur le forum de l'IRCAL. Alors là, il y a des exemples qui sont déjà tout faits de synchronisation, pour synchroniser un fichier audio par rapport à une partition. Et c'est expliqué comment vous pouvez faire la même chose vous. Donc c'est juste ouvrir le patch Max et mettre la partition. Quoi. Je veux dire, c'est pas forcément plus compliqué que ça. Enfin, après, il y a peut-être des petits soucis de temps en temps, mais ça peut aller vite. Oui. Bon, moi je pense que, étant enseignant aussi par rapport à des étudiants en formation, c'est que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations, vous savez tout ça, le fait de s'immerger dans Max, MSP, le fait déjà de télécharger, le fait de savoir à quoi ça sert, le fait de rentrer une bibliothèque, le fait de voir déjà les tutoriels qui sont très bien faits, hein, c'est pas la question, mais tout ça prend quand même du temps, en plus du temps que
que l'on consacre à autre chose, je dirais. Nous, on n'est pas aussi dans le métier de l'informatique. Alors, ça, c'était le premier point sur la question du simple utilisateur. L'utilisateur, en effet, qui veut utiliser la puissance dans TensorFlow, c'est un autre problème, une autre question, hein, parce que là, on est simple utilisateur. Simple utilisateur. Après, si on est compositeur ou didacticien ou chercheur dans ce domaine-là et qu'on veut développer ces outils, en effet, il y a une maîtrise de Max qui commence, quand même, me semble-t-il, à être importante dans le sens où il faut un peu comprendre déjà ces environnements. Et après, une véritable maîtrise de l'outil, là, qui demande plus de temps. Alors, par rapport à la conclusion que j'aimerais faire, c'est que il me semble justement pour utiliser toute la puissance de cet outil qui me semble très original par rapport à sa fiabilité d'utilisation, notamment dans le sens historique diachronique. Les suiveurs audio, il existait avant. Il en existait avant en TFSK. Sauf que là, on a justement une fiabilité, une complexité de l'outil qui me semble très très intéressant, sachant qu'en effet, avec un petit portable dans une classe, tel que je vous l'ai décrit, c'est quand même un outil qui reste accessible. Hein, il y a 20 ans, on ne parlait absolument pas de ce type de situation. Donc ça, c'est, me semble-t-il, très très important. Et ce qui est peut-être encore plus important, et j'y suis très sensible, et je remercie très profondément M. Barthaud, le directeur du conservatoire, qui est là, c'est que de penser l'outil profondément, ça demande de s'interroger sur les modes d'enseignement, de structuration de nos relations. Et ici, par exemple, on est en train de mettre en place, enfin c'est la réalité depuis cette année, des ateliers de recherche, d'expérimentation entre les enseignants qui s'interrogent, entre des outils qu'on développe, entre des jeunes qui expérimentent. Ça me semble très capital pour envisager aussi autre chose de manière ensemble, dans une communauté d'action. Et se retrouver avec un petit d'une classe d'éveil, un professeur, et éventuellement un chercheur du CEA, tout ça regroupé dans un même élan, dans une même communauté, c'est, me semble-t-il, à ce moment-là que les choses prennent corps dans leur dimension, telle que l'intelligence, vous proposez l'intelligence dans ce programme, et toute l'intelligence qui est mise à l'IRCAM, et toute cette puissance de réflexion, d'action, mais voilà, inscrit dans cette communauté. Et ici, on a la chance, avec aussi ce cours de composition aux nouvelles technologies, cette relation avec les enseignants, cette opportunité, comme vous allez voir ce soir, de créer avec un écran, avec des outils d'écoute. Et sachez que cette chance-là, elle est de plus en plus rare, bizarrement. Bizarrement, institutionnellement, je me permets de le dire, c'est des prises de risque, c'est des positionnements qui sont à souligner, qui sont à encourager, parce que l'époque n'est pas forcément à cela, il y a des difficultés économiques, ainsi de suite, c'est plus facile de parler des nouvelles technologies comme un peu une tarte à la crème, et de fourrer un peu tout et n'importe quoi. Non, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'être avec un petit, un grand, d'y associer une recherche technologique, c'est un positionnement, et encore une fois, je suis très sensible à ça, et je remercie le directeur ici de cette sensibilité-là et de son profond investissement par rapport à ça. Merci pour ce plaidoyer. Il nous reste à peu près 2 minutes pour quelques questions. Je vous rappelle qu'il y aura une table ronde ce soir et on pourra rebattre ces questions. Une question là. Je suis enseignant en formation musicale, en instrument. Comment est-ce que je peux, moi, vraiment arriver à utiliser un outil comme celui-ci qui me paraît, mais je ne suis pas sur la même planète. Voilà. Et pourtant, bon, je ne suis pas du tout branché MX Pro parce que j'ai pas mis le nez dedans, mais j'ai l'impression que c'est à des années-lumière de ce que moi je vais pouvoir réaliser. Je suis inquiet, mais intéressé. Stéphane de Villando, a bien dit quand même qu'il faut au départ, pour la mise en œuvre de la chose, une appétence à la relation à la technologie. Voilà, c'est absolument, je pense, un prérequis indispensable. Mais pour le reste, vous aviez l'air assez convaincant sur le dire qu'on peut le mettre en œuvre. Oui. La question se poserait, il me semble, tout de suite d'essayer de faire des versions à différents niveaux de compétences des utilisateurs, avoir des versions un peu guidées, je ne sais pas. Quand quelqu'un qui commence pourrait pouvoir ne faire que quelques opérations, rentrer une
qu'ils ont avec Final et puis qu'ils puissent directement actionner quelques effets, je sais pas quoi, enfin, donc une version, je dirais, scolaire, et puis ensuite des versions pour ceux qui ont... On peut imaginer qu'un ça, il faut le penser assez vite, c'est-à-dire se dire, bon, on va faire des versions très directement orientées vers les conservatoires. Finalement, nous ce qu'on développe, c'est vraiment le logiciel dans sa globalité. On peut facilement imaginer qu'un utilisateur plus expérimenté programme, on va dire, une version qui permette à des utilisateurs inexpérimentés de l'utiliser très facilement, à savoir juste ouvrir l'application, choisir une partition parmi un catalogue et mettre start et ça marche. Quoi. Mais ça, je ne pensais pas le faire vous et la femme, par exemple. Vous dites un utilisateur, mais... En fait, nous, c'est des choses qu'on aimerait bien faire. On a déjà fait quelques pas vers ce genre d'application, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et on n'est pas beaucoup à travailler dans l'équipe et on essaie de faire le maximum. Pardon d'interrompre cette belle discussion, on pourra continuer, je vous le rappelle tout à l'heure. J'ai aussi, moi, des questions sur... Vous avez dit une chose très essentielle en disant que les critères d'évaluation scientifique ne sont peut-être pas forcément les mêmes que les critères d'évaluation musicaux. Je pense qu'il y aurait tout un débat à faire sur il y aurait un débat entier à faire sur cette grande question qui est une question fondatrice de toute l'application scientifique. Mais bon, voilà. Peut-être pour laisser le temps à Gaïa de s'installer. Merci en tout cas. C'est pas pour arrêter la conversation.